On a créé un monstre. Voici ce que titrait le Financial Times il y a une dizaine de jours. Et ce monstre, ce n'est pas l'IA qui devient consciente et qui va tous nous dévorer. Non, 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 non. Le monstre, c'est la facture. Un monstre qui commence à faire peur à beaucoup d'entreprises qui se mettent à rationner l'IA comme une denrée rare. Et quand je vous parle d'entreprises qui rationnent, je ne vous parle pas de la start-up du coin, je vous parle d'Amazon, de Walmart, d'Uber, de Meta. Toutes commencent à encadrer, limiter, filtrer les usages IA, car ce besoin permanent en token coûte tout simplement beaucoup trop cher. Puis, au même moment, vous avez Satya Nadella, le patron de Microsoft, l'un des acteurs les plus engagés dans la course à l'IA, qui publie un article qui sera vu plus de 60 millions de fois, qui explique à ces mêmes entreprises, et d'ailleurs à toutes les entreprises, qu'elles vont devoir se constituer ce qu'il appelle un capital token. Le tout pour posséder sa propre capacité IA, sa propre boucle d'apprentissage, son propre savoir accumulé. Et attention, ce n'est pas une question de confort ni une énième histoire d'adoption technologique. Dans son raisonnement, c'est presque une question de survie économique. Parce que sinon, dit-il, on risque de tomber dans un monde où quelques modèles avalent tout ce qu'ils voient, où la valeur se concentre dans quelques mains et où des industries entières se vident de leur substance. Autrement dit, dans ce nouveau monde économique, le capital ne sera pas seulement composé de machines, de brevets et de main-d'œuvre, il sera aussi composé de tokens, de capacités à générer, utiliser, accumuler et améliorer de l'intelligence en interne. Donc, d'un côté, on nous explique qu'accumuler du capital token en plus d'être l'avenir, c'est surtout la seule voie qui vaille pour éviter la dystopie. Et de l'autre côté, dans le monde réel, on ferme les vannes parce que ça coûte trop cher. Pendant que les entreprises découvrent que l'IA coûte trop cher pour être utilisée sans contrôle, les hyperscalers dépensent des centaines de milliards pour contrôler l'infrastructure qui fabriquera les tokens de demain. Alors je sais qu'en ce moment il y a énormément de débats où l'on se demande si on n'est pas en train de construire trop vite, trop fort, trop gros. Peut-être. Et là, on peut voir le raisonnement de deux manières. Soit comme la preuve que la puissance de calcul est rare, chère et déjà suffisamment demandée pour devenir une ligne de coût stratégique, soit comme la démonstration que beaucoup d'entreprises découvrent que l'usage IA non piloté coûte bien plus cher que ce qu'il ne rapporte. Et c'est probablement le point le plus important. Le capital token ne se décrète pas. Il n'existe que si les tokens consommés produisent un retour sur investissement. Pour autant, même avec cette nuance, la consommation est elle, bien en train d'exploser. Goldman Sachs estime qu'elle pourrait atteindre 120 quadrillions de tokens par mois d'ici 2030. Pour rappel, un token, c'est souvent l'unité de base que le modèle lit ou génère. Parfois un mot, parfois un bout de mot, parfois un signe. Chaque prompt, chaque réponse, chaque raisonnement est découpé en tokens. Et c'est cette unité qui sert à mesurer l'usage, la consommation, et la facture est donc exprimée en token. Alors ok, un quadrillion, ça fait beaucoup de zéros, on est d'accord. Dites-vous que c'est grosso modo un fois 24 par rapport à maintenant. Avant d'aller plus loin et pour poser les choses, il faut déjà savoir ce qu'est vraiment ce capital token. Et vous allez voir que Nadella n'est pas totalement désintéressé. Parce que posséder sa capacité IA, dit comme ça reste un peu flou. Reprenons la logique de Nadella qui est bien plus maligne qu'elle n'en a l'air. Le piège, selon lui, ce serait de croire que la bataille se joue sur le choix du modèle. Le meilleur ChatGPT, le meilleur Claude, le meilleur Gemini. Sauf que tout ça, tout le monde y a accès. Vous, votre voisin, votre concurrent. Le modèle, c'est une commodité, un truc qu'on loue comme l'électricité. Et ça, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que c'est ce que l'on défend depuis un long moment. Parce que oui, si tout le monde branche le même modèle, où est donc la différence ? La différence, c'est ce qu'il y a au-dessus du modèle, la boucle d'apprentissage, là où le capital humain et le capital token se rejoignent. Et ça commence par des évaluations privées. En clair, il faut arrêter de juger un modèle sur des benchmarks publics, il faut le noter sur vos résultats à vous. Est-ce qu'il fait gagner de l'argent à votre boîte, sur vos tâches ? Ensuite viennent les environnements d'entraînement privés. Le modèle ne progresse plus dans le vide, il progresse sur vos traces, vos cas réels, ceux que personne d'autre ne possède. Et enfin, la mémoire. Tout le savoir de la boîte, interrogeable, qui ne s'en va plus quand un salarié claque la porte. Comprenez bien que toute consommation de tokens ne crée pas du capital token. Beaucoup d'entreprises consomment déjà des prompts, des agents, du copilote, du cloud code, mais
sans mémoire, sans évaluation, sans trace exploitable, sans propriété intellectuelle qui s'accumule. Dans ce cas, pas de capital, c'est juste de la dépense de tokens. Le capital commence seulement quand l'usage améliore la boucle, quand il enrichit la mémoire, produit un signal d'évaluation, renforce un flux de travail propriétaire ou transforme une tâche répétée en savoir accumulé. Bref, quand l'usage produit un retour mesurable. Une fois cette boucle construite, vous débranchez le modèle, vous en branchez un autre et vous gardez votre vétéran maison. Le savoir reste. Pour Nadella, c'est ça le vrai test de souveraineté. Sa formule d'ailleurs, je la trouve parfaitement juste. On peut déléguer une tâche, même un poste entier, mais pas son apprentissage. Maintenant, qu'est-ce qu'on possède réellement là-dedans? Pas le modèle, on le loue. Pas le GPU non plus, parce qu'on le loue aussi. Par contre, ce que l'on possède, ce sont nos données et la boucle que l'on va construire autour. C'est ça le véritable actif pour une entreprise. Appelons ça la graine. Pour autant, comme je vous le disais, Nadella, aussi brillant et sincère soit-il, n'est pas forcément désintéressé là-dedans, loin de là. Parce que cette idée géniale nous est vendue par l'homme qui dirige le deuxième plus gros cloud de la planète. Et plus vous construisez votre boucle, plus vous consommez de la puissance de calcul. La sienne, idéalement, bien sûr. Donc, chaque entreprise doit bâtir son capital token, ça veut dire aussi chaque entreprise va devoir faire tourner cette boucle quelque part. Et idéalement, pour Microsoft, ce quelque part s'appelle Azure. Alors, ça ne rend pas l'idée fausse ou moins intéressante, hein. Pour autant, ça mérite d'être souligné parce qu'une boucle d'apprentissage, ça ne tourne pas dans le vide. Une boucle d'apprentissage, ça tourne sur de la puissance de calcul. Point. Vos évaluations privées, de la puissance de calcul. Votre entraînement sur vos données, de la puissance de calcul. Votre mémoire interrogeable, vos agents qui bossent en fond, encore de la puissance de calcul. Arthur Mensch, entendu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, une audition que je vous invite sérieusement à écouter, a expliqué texto que l'IA générative s'est transformée de l'électricité en token. Ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle générative, et fondamentalement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est un modèle qui consiste à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens. On est dans un métier où on transforme de l'électricité en génération de tokens. Et c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut traiter plus ou moins comme une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. En gros, la chaîne industrielle de l'IA revient à prendre de l'électricité qu'on fait passer dans un GPU et à la sortie, on obtient des tokens. Et ces tokens deviennent, pour reprendre sa formule, l'unité économique de l'intelligence. On peut voir les choses comme ça. Vos données, c'est la graine et elle est à vous. Personne ne peut vous les prendre. Mais une graine seule au fond d'un sac, ça ne donne rien. Pour qu'elle pousse, il lui faut une terre, de l'eau, du soleil. Et cette terre-là, cette puissance de calcul, vous ne la possédez pas, vous la louez. Au mois, à l'heure, au token. Historiquement, on entraînait un modèle géant grâce à des montagnes de calculs, et cette facture-là, colossale, c'est le labo qui l'a payée. Et ensuite, quand vous posiez une question au modèle, ce que l'on appelle l'inférence, eh bien, en rapport du coût de l'entraînement du modèle, ça coûtait 3 fois rien. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche de moins en moins comme ça. Maintenant, et je pense que la plupart d'entre vous en ont fait l'expérience, les meilleurs modèles réfléchissent, tâtonnent, ils se relisent, ils testent plusieurs pistes avant de vous sortir une réponse. Et tout ce raisonnement, c'est encore de l'inférence, donc encore des tokens. Mais beaucoup plus de tokens. Et ce n'est pas fini, les améliorations s'enchaînent jusqu'à ce qu'on arrive aux agents qui, eux, ne dorment pas. Et pour un seul humain, vous pouvez en avoir 10, 100, 1000 qui tournent en permanence, qui dévorent du calcul 24 heures sur 24. Si bien qu'aujourd'hui, Gartner, qui est l'un des grands cabinets mondiaux d'analyse dans la tech, estime que l'inférence pourrait représenter au moins 70% du coût total d'un modèle sur sa durée de vie. Vous comprenez ce qui a changé? Avant, le gros de la facture, c'était la construction du cerveau, payé une fois par le labo. Maintenant, la facture, c'est le cerveau qui pense en continu, et celui qui paye, ce n'est plus seulement le labo, c'est vous également. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, non mais attends Richard, je vois partout sur les réseaux sociaux que le coût par token s'effondre, du coup ça n'a aucun sens. Sur le constat, vous avez parfaitement raison. Goldman Sachs estime qu'il chute de 60 à 70% par an, notre fameux coût du token. Sauf que d'une part, le coût de production n'est pas ce que vous payez. Si les coûts baissent plus vite que les prix augmentent, ça permet aussi et surtout aux fournisseurs d'améliorer leurs marges. Et puis, quand une ressource devient moins chère, on n'en consomme pas moins, on en consomme beaucoup plus. On colle de l'IA partout, sur tout, tout le temps. Et avec les agents, le problème s'amplifie encore. On estime qu'un modèle agentique peut nécessiter 5 à 30 fois plus de tokens par tâche qu'un chatbot standard. Le coût unitaire baisse, mais le prix ne baisse pas forcément au même rythme, et la consommation explose.
explose. Résultat, la facture totale continue de grimper. On parle souvent de l'effet rebond ou alors ce que l'on appelle aussi le paradoxe de Jevons. On avait fait une newsletter à ce sujet et je pense qu'on en reparlera très prochainement car c'est tout bonnement fascinant. Mais pour le moment, retenez juste l'idée. Moins cher à l'unité ne veut pas dire moins cher au total parce que moins cher à l'unité, ça signifie que l'usage peut exploser. Donc voilà, la vérité industrielle derrière le token capital, ce n'est pas seulement un actif que vous possédez et qui fait sens une fois que vous avez réussi à rentabiliser vos usages, c'est aussi une facture qui tourne. Plus votre entreprise apprend, automatise et raisonne avec l'IA, plus elle consomme de tokens. Et plus elle consomme de tokens, plus elle dépend de l'infrastructure qui les fabrique. Comme je le rappelais en introduction, les Microsoft, Google, Amazon, Meta ne parlent que d'une chose, dépenser toujours plus. 200 milliards de capex en 2024, 410 l'année dernière et maintenant 700 milliards de dollars pour cette année, l'une des plus grosses vagues d'investissement privé de l'histoire de la tech. Ce qui pousse tout le monde, des plus pessimistes aux plus optimistes, à se dire que quand même c'est un peu beaucoup peut-être. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat bulle ou pas bulle, vous avez des dizaines d'analyses là-dessus et certaines de très bonnes factures, mais on sent quand même que le marché s'inquiète. Quand Meta a relevé ses prévisions de capex IA, l'action a chuté d'environ 10% malgré de bons résultats. Amazon, de son côté, voit son free cash flow quasiment absorbé par ses investissements en data center et en IA. Et Oracle, après son gigantesque deal cloud avec OpenAI, a vu sa capitalisation amputer de plus de 300 milliards de dollars. Et ajoutez à ça qu'une partie de cet argent tourne en rond. Nvidia a mis 30 milliards dans OpenAI, qui le dépense en puces Nvidia. Je comprends tout à fait que certains se demandent si la demande est vraiment réelle ou si on se la raconte entre copains. Et je trouve que la thèse de Nadella cherche consciemment ou non à rationaliser tout ça. Réfléchissez, si chaque entreprise demain doit se bâtir son capital token et que ce capital token n'est en réalité qu'un compteur de puissance de calcul qui, comme on vient de le voir, ne s'arrête jamais, alors mécaniquement la demande n'est plus un pari hypothétique, elle devrait devenir structurelle, presque garantie. Mais attention, et je me répète car c'est important, structurel ne veut pas dire rentable. Le vrai sujet, c'est de transformer cette puissance de calcul en gains mesurables, en productivité, etc. Et ça, aujourd'hui, certaines entreprises y arrivent parfaitement et beaucoup d'entreprises n'y arrivent pas encore parce qu'elles ajoutent de l'IA sur leurs anciennes façons de travailler au lieu de repenser toute la boucle autour de l'IA. Et là, quelque part, je me dis qu'on pourrait aboutir à un monde où finalement l'IA ne sera réellement adoptée en termes de productivité, de retour sur investissement, que par une minorité d'entreprises qui auront pu faire leur révolution copernicienne, tandis que les autres resteront globalement larguées parce que tout ce qu'elles font, c'est poser des questions à ChatGPT. Et si on se projette dans ce cas, cela ne signifie pas forcément que l'on serait dans une bulle de l'IA. Parce que si seulement une minorité d'entreprises arrive à tirer des ROI consistants avec ces technologies, eh bien elles auront la capacité d'absorber leurs concurrents en accumulant toujours plus de puissance de calcul et de capital token. L'arrivée de l'IA pourrait être dans l'économie un facteur multiplicateur de la performance économique pour une minorité d'entreprises et un facteur diviseur pour une majorité d'entreprises qui sous-performent avec ces outils et qui se font progressivement avaler par les plus gros qui maîtrisent le sujet. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est une vision qui me trotte dans la tête. Donc, chaque entreprise doit bâtir son capital token. Traduit en langage financier, ça donne chaque entreprise sera à vie cliente de l'infrastructure qu'on est en train de couler dans le béton. J'ai commencé par vous présenter l'article de Nadella en gros comme une thèse sur la théorie de la firme à l'ère de l'IA. Mais vous voyez qu'en creusant un peu, c'est presque mot pour mot la justification dont ces 700 milliards ont besoin pour ne pas ressembler à de la folie. C'est le scénario optimiste écrit par l'un des hommes qui a le plus intérêt à ce qu'il soit vrai. Maintenant, si on admet que tout cela est une direction plausible, il faut aborder le gouffre que ça va créer entre les entreprises qu'on aura rendues dépendantes à ce capital token. Parce qu'il est clair qu'arrivé à ce stade, et c'est bien la direction que l'on prend, toutes les boîtes ne pourront pas s'offrir ce capital, du moins pas dans les mêmes proportions, ni aux mêmes conditions, ni le faire fructifier autant que certains autres. Je vous ai expliqué que Walmart, Uber, Meta et consorts se mettent à rationaliser l'usage de l'IA. Et en parallèle, dans les boîtes, on commence à suivre, prévoir et contrôler la consommation de tokens comme on gère un budget ou une ligne de coût stratégique. Même Sam Altman explique que cette année, le coût est devenu un énorme problème pour ses clients. Comme je vous le disais, le problème ne se limite pas à une puissance de calcul rare et chère, mais au fait que chaque token dépensé doit désormais prouver ce qu'il rapporte. Et aujourd'hui, c'est là que beaucoup d'entreprises échouent. Pour vous dire, on estime que seuls 28% des use cases IA en infrastructure atteignent pleinement leurs objectifs de retour sur investissement.
Maintenant, si l'on poursuit la tendance, si la puissance de calcul reste chère et le retour sur investissement dépend de la qualité de la boucle, alors obligatoirement, tout le monde ne jouera pas à armes égales. Celui qui peut s'offrir plus de calcul dispose d'un levier évident à condition qu'il sache le transformer dans la meilleure boucle productive possible. Et dans ce cas-là, s'il a les moyens de s'offrir plus de puissance de calcul, il faut espérer, a priori, qu'il sera capable de mettre en œuvre les réformes structurelles pour lui permettre de se payer les cerveaux qui construiront les meilleures boucles possibles. Mais en réalité, je sens déjà que ça ne va pas se passer comme ça, parce que toutes les entreprises ont une inertie, une culture, des façons de travailler qui sont très difficiles à remettre en cause dans beaucoup de cas. Donc, ce qui se passe en général dans des révolutions économiques et technologiques de ce style, c'est qu'il y a de jeunes entreprises qui se forment autour de ces nouveaux postulats avec une nouvelle culture d'entreprise optimisée autour de l'IA qui viendront disrupter les vieilles entreprises fossilisées et sclérosées dans des habitudes du XXe siècle. En tout cas, c'est toute l'idée que défend Nadella. La valeur se loge dans la boucle d'apprentissage, qui que ce soit qui la mettra en œuvre par secteur. Donc clairement, dans ce monde-là, une légère avance seulement peut véritablement devenir décisif, pas seulement parce qu'on dépense plus, mais parce qu'on apprend mieux. Et les gains que l'on fait se cumulent très rapidement. Autrement dit, le marché de l'IA ne risque pas seulement de séparer ceux qui utilisent l'IA de ceux qui ne l'utilisent pas. Il risque surtout de séparer ceux qui brûlent des tokens n'importe comment de ceux qui savent les transformer en avantages économiques. Et c'est déjà plus ou moins le cas aujourd'hui. On estime que 74% de la valeur économique de l'IA est captée par seulement 20% des entreprises. Et justement, ce que cette étude précise, c'est que les leaders ne se contentent pas d'acheter plus d'IA, ils l'utilisent pour réinventer leur modèle économique. Pour autant, quoi qu'il en soit, cette boucle interne, aussi bien construite soit-elle, dépend directement de cette couche externe, le calcul, le cloud, les data centers, l'énergie. Et ce n'est nul autre que l'OCDE qui explique que la concentration de cette couche permet à quelques acteurs de verrouiller l'accès des autres. Là encore, je suis obligé de saluer la justesse des propos d'Arthur Mensch. En fait, celui qui possède la ressource, celui qui se fournit les chips, celui qui possède les électrons, qui possède les centrales éventuellement, ou qui a accès à l'énergie de manière massive, c'est celui qui gagne. Mais le problème, c'est que même si vous résolvez le problème de la demande, vous avez un problème d'offre. Parce qu'une fois que l'offre elle est monopolisée par des acteurs américains, soudain, nous, on n'a plus d'offre en fait. Et on ne peut plus transformer des électrons en tokens. Et j'ai envie de vous dire, ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est comme ça depuis que le monde est monde, j'y peux rien, et a priori vous non plus. Et pour le coup, je vois mal pourquoi ce serait différent à court terme. La grande différence aujourd'hui, c'est la vitesse de la rupture technologique que le tissu économique subit. Maintenant, tout ce que je viens de vous raconter, le besoin de capital token, la ruée sur la puissance de calcul, la facture entre gros et petits, repose sur l'hypothèse que l'intelligence artificielle reste dans une course à la puissance, que plus on empile de calcul, plus les modèles deviennent capables au point que ça favorise la rentabilité de plus en plus d'entreprises. C'est ce que l'on observe aujourd'hui, mais ce n'est pas inscrit dans le marbre, dans le tableau périodique des éléments ou les tables de la loi divine. Ce n'est pas une loi de la nature. Prenez Ilya Sutskever, dont on reparlera sur la chaîne, parce que c'est aussi un personnage sur lequel il y a tant à dire. Lui-même, pourtant l'un des grands architectes du scaling, estime que le simple fait d'ajouter toujours plus de puissance de calcul et toujours plus de données ne suffira pas à faire des modèles qui soient vraiment immensément plus performants qu'aujourd'hui. C'est la même chose avec Yann Lequin qui conteste l'idée qu'empiler toujours plus suffira mécaniquement à rendre les modèles beaucoup plus intelligents. Dans un cas comme dans l'autre, ils ne disent pas que la puissance de calcul ou la data ne servent à rien, bien au contraire. Ils disent plutôt que ce vieux réflexe n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de tout, et que ce qu'il faut changer, c'est la méthode. Sauf que justement, la nouvelle méthode qu'on a trouvée pour améliorer les capacités sans dépendre uniquement du scaling d'entraînement, c'est de faire raisonner les modèles plus longtemps à l'inférence, et comme on l'a vu, elle reste plus gourmande en calcul. Reste évidemment la démonstration chinoise avec DeepSeek. La V3 est présentée comme un modèle de très haut niveau, entraîné pour seulement 5,6 millions de dollars de puissance de calcul, soit une fraction des 80 millions de dollars du coût estimé pour l'entraînement de ChatGPT 4. Et dans un cas comme dans l'autre, on ne parle que du coût d'entraînement et pas du tout de ce qu'il y a autour. Pour ce qui est de l'inférence, son architecture active seulement une fraction du modèle à chaque token, ce qui le rend beaucoup moins coûteux par token.
token. Sauf que DeepSeek V3 n'est pas, à proprement parler, un modèle de raisonnement. Et quand on regarde un modèle qui raisonne vraiment, comme DeepSeek R1, on voit qu'une partie du gain peut être mangée par le fait qu'il génère beaucoup plus de tokens pour réfléchir. Donc honnêtement, personne ne sait aujourd'hui, et si les sceptiques ont raison sur toute la ligne, alors une partie de cet édifice, le capital token compris, repose peut-être sur une hypothèse beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Mais pour l'instant, force est de constater que face à chaque mur, l'appétit pour le gigantisme n'a pas disparu et qu'il fonctionne. Alors au final, est-ce que la nécessité d'un capital token est enfin la démonstration qui manquait pour justifier ces centaines de milliards de dollars d'investissement? Peut-être, mais à une condition: que ce capital token devienne vraiment du capital. Pas une accumulation de prompts, pas une armée d'agents mal routés, pas une facture cloud qui grossit plus vite que le chiffre d'affaires. Du capital au sens strict, quelque chose qui produit un retour, qui améliore, qui enrichit, qui renforce un savoir propriétaire. Et dans ce cas, votre avantage ne dépendra pas seulement de votre capacité à consommer des tokens, il dépendra de votre capacité à transformer votre savoir en boucle d'apprentissage. Cette boucle en retour sur investissement, et ce retour sur investissement en avantage cumulatif. Et si vous voulez comprendre comment l'IA vous a déjà fait les poches avant même que vous ne lui versiez le moindre centime, allez voir cette vidéo.